Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 42e numéro de notre webinaire mensuel, le Polycritique, le webinaire de la FSP, qui est consacré, ce numéro, à, je cite le titre, Société du Moyen-Orient dans la guerre, aux sociétés du Moyen-Orient dans la guerre. Le numéro précédent, le 41, avait été consacré à la société ukrainienne dans la guerre et c'est de là que nous est venue l'idée, mais elle avait bien d'autres raisons, cette idée, que de s'imposer, tant il est important de comprendre, en tout cas d'essayer de comprendre, d'étudier les différentes dimensions que cette question recouvre. Il y a bien sûr les effets de la guerre au quotidien dans des pays aussi différents que le Liban, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Golfe, et on les passera en revue, mais il y a aussi bien sûr la dimension politique. En quoi est-ce que ces conflits font bouger les lignes dans les pays en question et puis entre eux. Et donc nous aurons une dimension géopolitique régionale, mais aussi plus globale à explorer. Alors pour cela, nous avons la chance d'accueillir ce soir quatre experts et une cinquième experte, Jeanne Sfer de l'ULB, nous rejoindra en cours de route. Je les présente brièvement par ordre alphabétique. Joseph Baout, qui est directeur de l'Institut pour les affaires publiques et internationales de l'Université américaine de Beyrouth, où il est, d'où il nous parle en ce moment même, et on l'en remercie. Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Open University of Israel à Ra'ana, où il est, ou en tout cas en Israël, c'est de là qu'il nous parle lui aussi. Dorna Javan, docteur en sciences politiques, chercheuse postdoctorale dans l'UR ETIS de l'INRAE, qui nous parlera, elle, depuis la France. Et Stéphane Lacroix, professeur associé de sciences politiques à Sciences Po, chercheur au Centre de recherche international, le CERI. Alors, on va faire le tour des différents pays en suivant l'ordre alphabétique que je viens d'utiliser. Et je donne donc la parole tout d'abord à Joseph, à Joe, pour qu'il nous dise, eh bien, au Liban, du Liban, au-delà peut-être, hein, comment cette question est vécue, comment cette guerre est vécue par les sociétés et les communautés qui la composent. Bon, tout d'abord, bonsoir et merci infiniment Christophe et merci à l'Association française de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, avec de bons amis et un collègue et un vieil ami Stéphane aussi. Écoute, en ce qui concerne le Liban, je crois qu'il y a une particularité, peut-être que Israël partagerait, j'aimerais entendre Denis Charbit là-dessus, c'est que ce n'est pas la première guerre. Cette guerre n'a pas commencé le 28 février ou le 2 mars. C'est une guerre qui a commencé pratiquement le 7 octobre. Je crois que pour nous, en tout cas de ce côté du Moyen-Orient, au Levant, dans ce bras du Levant, on est encore dans la même guerre qui a commencé le 7 ou le 8 octobre, en tout cas pour le Liban, le 8 octobre. Donc c'est un tout petit peu un round de 2 ou 3 ou presque 4, je ne sais pas, parce qu'en fait le cessez-le-feu n'a jamais eu lieu, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Donc ça c'est quelque chose, je crois, de très notable. Ça va expliquer les quelques, disons, traits d'état d'esprit que je vais exposer tout à l'heure. Donc c'est en tout cas ce qu'on appelle ici le round 2. Et d'autre part, pour ajouter à cela, je ne sais pas ce qu'il en est en Israël, mais pour les Libanais, en tout cas, au vu du Liban, ce n'était pas une surprise. C'est-à-dire que depuis la cessation des hostilités du 27 novembre 2024, donc la fin de la première partie de la guerre, le round 2 était pratiquement dans les chiffres. On l'attendait, que ce soit en parallèle avec la guerre sur l'Iran ou pas. C'est-à-dire qu'il y avait la question de savoir si ce serait en parallèle avec une opération contre l'Iran ou si tout simplement la dynamique du conflit israélo-libanais reprendrait toute seule. Et en fait, elle a repris, mais pas toute seule parce qu'elle se jouxte avec l'Iran.
La deuxième particularité par rapport à des pays comme le Golfe ou ailleurs, je pense surtout au Golfe, c'est que le Liban est un théâtre principal de cette guerre. C'est le second théâtre, mais il est principal. C'est pas un théâtre, je dirais, latéral ou marginal. C'est le deuxième épicentre du conflit. Et donc, mais aussi à la différence d'autres pays ou du Golfe, c'est un peu aussi le seul pays dans la région qui fait la guerre je dirais, du côté de l'Iran, c'est-à-dire que le belligérant principal, le Hezbollah, est un belligérant pro-iranien à la différence des autres acteurs dans la région. Donc ça, c'est un tout petit peu les particularités. La troisième, c'est que on viendra peut-être à la question politique plus tard, mais les grands changements politiques, ils ont eu lieu entre les deux rounds. Et c'est une caractéristique aussi, je crois qu'on la partage uniquement avec la Syrie, et ce serait intéressant peut-être de dire un mot sur la Syrie, c'est-à-dire qu'après le 27 novembre 2024, le cessez-le-feu, ou ce qu'on appelle la cessation des hostilités, il y a eu un changement de régime en Syrie et c'est, je crois, une donne énorme dans la région. Vraiment un tremblement de terre géopolitique, en tout cas au Levant. Donc la chute du régime d'Assad, qui s'explique un peu par l'affaiblissement à l'époque de l'Iran, du Hezbollah, etc. Et il y a eu, on peut le dire, même si ce n'est pas dramatique ou du même genre, un changement de régime au Liban dans le sens où très vite après la cessation des hostilités, il y a eu l'élection d'un président de la République après 2 ans de vacances et la formation d'un gouvernement et donc une structure de pouvoir qui n'est pas seulement nouvelle, mais qui est inusitée dans la vie politique du pays. C'est-à-dire, pour la première fois, une structure de pouvoir qui n'est pas complètement, je dirais, dominée par le Hezbollah, par l'axe iranien, bien sûr plus par la Syrie, puisque Assad n'est plus là, et donc un Liban qui est, en tout cas officiellement, beaucoup plus, je dirais, dans le camp occidental, beaucoup plus, entre guillemets, souverainiste, mais je reviendrai sur ce mot parce qu'il peut être un tout petit peu, par moment, misleading, comme on dit en anglais. Donc ça, c'est un tout petit peu le contexte général. Alors ça explique quoi au Liban? Pour passer à ta question directement, Christophe, c'est-à-dire comment la société vit tout ça. Je crois qu'il y a, à cause de tout ça et du fait de cette longueur, du fait qu'on est en guerre depuis le 7 octobre en fait 2023, il y a plusieurs sentiments mêlés. Le premier qui est évident, et je ne sais pas si en Israël on le vit de la même façon, c'est la fatigue. Un épuisement, une sorte de fatigue extrême de passer d'un épisode à l'autre. Pratiquement, ça ne s'est jamais arrêté, puisque même avec la cessation des hostilités, Israël n'a jamais respecté le cessez-le-feu. Bien sûr, Beyrouth n'était plus au cœur du conflit, mais les drones continuaient quotidiennement à survoler nos maisons jusqu'à maintenant. Maintenant, je parle sous le contrôle du drone. Les survols israéliens, les raids ciblés dans la Beka, parfois même dans la banlieue. Donc, il y a une fatigue extrême. C'est-à-dire que lorsque le 2 mars au matin, le Hezbollah a tiré les 6 fameuses roquettes sur Israël en rejoignant la guerre sur l'Iran, les Libanais étaient vraiment épuisés, excédés, même s'ils savaient qu'il y avait un round-two, mais on espérait que ça ne soit pas aussi, je dirais, pavlovien. C'est-à-dire que à partir du moment où ça cède, la digue avec l'Iran cède, on rejoint le conflit. Et donc il y a une fatigue. La société libanaise est en guerre depuis pratiquement aujourd'hui 2 ans et demi. La deuxième chose, c'est la colère, justement. Il y a beaucoup de colère. Alors évidemment, je parle ici d'un large segment au Liban, mais pas de toute la population, évidemment. Mais il y a la colère du fait qu'on aurait pu quand même éviter ce round-two, ou en tout cas ce moment. On aurait peut-être pu le programmer autrement, ailleurs, etc. D'autant plus qu'il y avait, du fait de la naissance, de la structuration de ce nouveau pouvoir au Liban, je crois qu'il y a eu, et le Liban est un peu victime de ce qu'on appelle en anglais des over expectations, c'est-à-dire qu'on a eu des attentes trop grandes par rapport à ce nouveau pouvoir, à cette nouvelle donne politique, en pensant que cette fois peut-être le Liban serait mis à l'abri, même si le Hezbollah est toujours très puissant, il opère dans le pays, mais que à la limite il modérerait, je dirais, son alignement total sur la politique iranienne et que peut-être on passerait entre les gouttes. Et donc il y a un sentiment de colère qui continue jusqu'à aujourd'hui, même dans la société qu'on appelle l'environnement du Hezbollah, l'environnement sociologique du Hezbollah.
qui quand même paye très très cher cette guerre et ce soutien. Il faut pas se leurrer, le Hezbollah a encore un énorme soutien dans la population chiite et peut-être même ailleurs, mais il est mêlé avec un sentiment de colère de gens qui avaient à peine fini de rafistoler, pas de reconstruire, mais de rafistoler leur maison il y a 1 an et demi et qui aujourd'hui se retrouvent de nouveau sur les routes, sans logement, avec vraiment un horizon très très bouché. Et c'est le troisième sentiment, quelque part, c'est l'anxiété énorme. Il y a une énorme anxiété au Liban. Peut-être pour la première fois depuis très longtemps, peut-être le privilège de l'âge, je ne sais pas si les cheveux blancs ou gris indique quelque chose. Je ne sais pas si Denis Charbit me fait la concurrence, mais moi, j'ai vécu la guerre au Liban, la fameuse guerre de 75 à 92 au Liban. Je revis maintenant un autre épisode. Je n'ai jamais senti, jamais, au plus fort de la guerre, l'anxiété qu'il y a aujourd'hui, qui est une anxiété quasi existentielle, c'est-à-dire qui touche presque au fondement de l'existence du pays. C'est la première fois que les Libanais se disent peut-être que ce qui se passe dans la région est une sorte de 1920, d'énormes tremblements de terre qui va redistribuer les cartes, redessiner les frontières, redessiner les structures politiques et que ce pays peut-être est en train aujourd'hui vraiment de jouer sa tête et son avenir. Il y a cette question existentielle, en tout cas dans la population chiite qui appuie le Hezbollah, il y a l'idée que cette guerre est la guerre de live or die, c'est-à-dire c'est passe ou on casse, c'est la guerre qui va déterminer la survie de la communauté et peut-être même du pays dans le sens où la communauté est structurante du pays. Et je terminerai en disant sur les sentiments que ça s'explique aussi et du fait de cette extrême polarisation sur laquelle je reviendrai quand on parlera politique, c'est-à-dire que les lignes, tu parlais de Jean, Christophe, de nouvelles lignes qui ont bougé du fait de la guerre. En fait, au Liban, elles se sont consolidées. Les anciennes lignes de clivage se sont consolidées, mais de façon extrêmement clivée et de façon extrêmement polarisée, presque dans un clivage, je dirais, quasi tribal, c'est-à-dire sur lequel la politique n'a plus de prise, qui est devenu un clivage de haine, un clivage de haine presque identitaire, etc. Et c'est extrêmement inquiétant. Alors évidemment, si j'ai encore 2 minutes, je ferai un tableau très sombre aussi du soubassement socio-économique du pays. Alors on a 1,2 million de déplacés dans un pays de 4 millions. Pratiquement toute la population au sud du Litanie n'existe plus là-bas, n'habite plus là-bas, ne pourra plus revenir avant des années parce qu'une grande partie des villages sont systématiquement détruits, démolis par Israël, par l'armée israélienne. La banlieue sud, pour la première fois de son existence, a été vidée de ses habitants. Et moi, je n'avais jamais vu ça. J'ai été faire un tour pendant les jours du cessez-le-feu, enfin, quand vraiment le cessez-le-feu était là. C'était une ville fantôme. Il n'y avait que des éléments armés. Donc, on a pratiquement aujourd'hui 1 million et 200 000 personnes qui sont aujourd'hui dans les rues, dans des écoles, dans des appartements prêtés, squattés, etc., dans des régions qui ne sont pas politiquement accueillantes pour cette population-là, avec un risque croissant et des événements déjà qui se passent, des frictions qui se passent sociologiques au quotidien entre voisins, etc., qui peuvent à n'importe quel moment dégénérer en un conflit intérieur ouvert et qui rappelle des choses extrêmement sombres. Dernier point de ce contexte, évidemment, un rappel qu'il faut faire, c'est que le Liban est économiquement et financièrement collapsé, il est effondré depuis 2019, c'est-à-dire qu'on a eu, d'après même la Banque mondiale, l'un des plus grands crashs économiques et financiers de l'histoire économique contemporaine au Liban en 2019 et jusqu'à la guerre de 2023, puis celle de 2024, puis celle de 2026. Rien n'a été fait par les gouvernements successifs pour résoudre cette crise et donc les Libanais vivent cette guerre déjà dans des conditions politiques, sociales effrayantes, mais aussi à l'ombre d'une crise économique et financière qui n'a pas fini encore de dérouler ses effets. Donc voilà ce que je dirais sur la société. Je reviendrai plus tard, si tu veux, sur les éléments plus proprement politiques de tout cela. Merci, merci beaucoup Joseph de ce témoignage qui effectivement montre comment est-ce que on ajoute de la crise à la crise et sur un mode
assez pluridimensionnel. Alors tu as tendu la perche en un sens à Denis à plusieurs occasions et il est assez logique que ce soit lui qui prenne la suite maintenant pour apporter son témoignage depuis Israël, comme je l'ai déjà dit. Merci, merci Joseph, merci Christophe, Stéphane et Dorna. Je vais reprendre donc le même déroulé pour, on va dire, mettre en avant paradoxalement ce en quoi ce que tu racontes fait écho à ce que l'on ressent ici et en quoi c'est aussi relativement différent. Alors, le premier point commun, c'est effectivement le sentiment d'une guerre permanente, chose à laquelle il faut bien comprendre la société israélienne n'avait plus jamais connu ça depuis la guerre dite de 1948, hein, qui commence le 30 novembre 47, qui se finit au printemps et à l'été 49 avec la signature des différents cessez-le-feu, où là, effectivement, ben voilà, ça dure plus de, voilà, près d'un an et demi environ. Là, on est déjà sur 2 ans et demi. Il m'arrive très souvent de rappeler, voilà, que ce soit aux étudiants ou dans d'autres cercles médiatiques ou autres, de dire que il y a une chose sur laquelle nous étions tous d'accord en octobre 2023, en octobre, novembre, décembre, la guerre durait, allez, entre 3 mois, 6 mois. Il y avait déjà du côté de l'armée pour dire ça pourrait durer un an. Personne n'imaginait à ce moment-là qu'on y serait encore. Voilà. Avec des accalmies, mais qui n'en sont pas vraiment. Et je dirais que sur le plan, alors, je dirais de psychologie sociale, qui est pas mon domaine, mais c'est vrai que les notions de traumatisme sont tellement employées, presque suremployées, je dirais, et parfois pas toujours à bon escient, qu'on ne peut pas, même si on n'est pas spécialiste, ne pas faire une incursion dans ce domaine-là de la psychologie sociale. C'est le fait que on a, et alors surtout maintenant, puisqu'on n'est pas là pour faire un bilan de 2 ans et demi qui pourrait devenir bientôt 3 ans, mais sur cette dernière séquence, hein, donc depuis le 28 mars, à savoir, le 28 février, pardon, à savoir euh, un discours qui nous parle en permanence, celui des médias comme celui du politique, qui nous parle en permanence de résilience, hein, la capacité de la société israélienne de se relever lorsqu'elle a été à terre, etc. Et le sentiment que voilà, le décalage commence à se faire entre cette résilience qu'on nous attribue, dont on peut bien sûr montrer certains signes, mais qui ne correspond plus à ce que l'on ressent. Je voudrais vous raconter, Christophe, tu nous as tendu la perche en disant la première partie, on peut être un peu anecdotique, la deuxième partie, on sera plus analytique. Je voudrais raconter une anecdote. Je suis dans mon bureau et après le cessez-le-feu, donc sur lequel on reviendra sans doute, concernant l'Iran, puisque sur le Liban, on a bien vu que il y en a un, mais voilà, qui est pas, voilà, qui réduit, on va dire l'ampleur est réduite, mais elle n'a pas disparu. Les armes ne se sont pas tues, on est bien d'accord là-dessus. Et donc on reçoit, voilà, quelques jours, 1 ou 2 jours après, une annonce. Présidence de l'université pour nous dire voilà, nous retournons dans le travail, on avait déjà fait les examens repoussés à plus tard, du coup tout revient à la normale. Bon, voilà. Et employant la notion de résilience et le retour au calme. Voilà. Et voilà qu'un collègue envoie un mail en disant non mais c'est quoi cet appel tout revient comme avant, on revient. Mais de quoi on parle? On se rend pas compte, c'était pas volontairement de la part de la présidence de l'université de nous vendre quelque chose, mais voilà, il y a ce décalage entre ce discours de retour à la normale, etc., et le sentiment qu'on n'a pas dormi pendant 40 jours parce qu'on descendait dans les abris 6, 7 fois par jour, dont 2, 3 fois par nuit. Et donc, c'est pas terminé. Voilà. Mais j'ajouterais, pour rendre les choses bien sûr toujours plus complexes et nuancées, que ce qui donne beaucoup plus ce sentiment-là,
C'est que, vous savez bien, en général, en tout cas en Israël, il y a cette quête permanente de l'unité et de l'unité de destin, malgré les différences de communautés qui peuvent engendrer des sentiments différents. Et là, cette unité de destin qui, en général, est mise en cause à travers des clivages nationaux, palestiniens d'Israël, juifs d'Israël, les orthodoxes, etc., des groupes sociaux, là, il prend une dimension géographique. C'est-à-dire que même si, en dépit de l'anecdote que j'ai racontée sur le retour à la vie normale, de fait, on est retourné à une vie normale. Voilà, je suis allé au cinéma la semaine dernière, ça m'était pas arrivé depuis. Voilà. Dans le Nord, c'est pas ça. Voilà. Et ce décalage entre une population qui reste encore exposée, dont une partie n'est d'ailleurs pas toujours revenue, puisque je vous rappelle que cette population, ça a été autour des 80 000 environ. On n'est pas sur le chiffre d'1,5 million. Là-dessus, respectons les proportions. Mais il y a eu voilà près de 80 000 à 100 000 qui sont repliés sur le centre dès dès la mi-octobre. Et ça fait environ, on va dire, au milieu de l'année 2025, que les autorités, les pouvoirs publics rappelaient en disant, voilà, on peut revenir bien sûr autour de la bande de Gaza, le travail a été achevé, et on peut aussi le faire dans le Nord. Et voilà qu'au mois de fin février, début mars, bon, voilà, finalement, c'est pas le cas. Mais le fait est que, voilà, depuis le cessez-le-feu, bon, voilà, les Israéliens, grosso modo, ont repris leur travail, ont repris leurs activités ordinaires, ceux dont sont privés les habitants du Nord, qui, mais j'en parlerai tout à l'heure, sont en général une population qui vote plutôt au Likoud et qui se sent, et là, parce que ce sont eux, enfin ces habitants-là, quand ils sont interviewés, ou en tout cas ceux qu'on interviewe, c'est eux qui tiennent le langage de la guerre à poursuivre jusqu'à la fin. Voilà. Là où, on dirait dans le centre, notamment Tel Aviv, peut-être aussi un peu Jérusalem, sans doute un peu moins, on dit, bon, ben voilà, il faudrait saisir la distinction entre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Iran et ce qui se passe au Liban, où il y a ces clivages politiques que Joseph a évoqués. Et donc, et je dirais qu'on est un peu coincé parce que ce sont ceux qui sont sur place qui disent on peut pas s'arrêter là, il faut continuer le travail, c'est l'expression qui est employée, alors même qu'ils sont socialement, économiquement les plus touchés, où le retour à l'école ne se fait plus, ils sont revenus en Zoom, etc. Voilà. Là où ça a duré voilà, une quarantaine de jours pour le reste de la population israélienne. Donc, un épuisement, une grande fatigue, le sentiment qu'on nous dit ça y est, tout redevient normal, mais ça n'est pas le cas. Et là, je clore ma première analyse, parce qu'on y reviendra dans la deuxième partie, c'est-à-dire que, alors c'est très timide, je le dis avec beaucoup de prudence, mais dans un pays, dans une société qui, je dirais, traditionnellement est militariste, non pas au sens du respect de l'uniforme, mais au sens où les problèmes auxquels nous sommes confrontés doivent être réglés par la force. Il n'y a que la force qui peut les résoudre. Voilà. À l'exception de l'Égypte et de la Jordanie, où ça s'est résolu autrement. Je parle des pays qui nous entourent. Là, on est dans une situation un peu paradoxale, même si l'évolution est timide. À savoir que Netanyahou a réalisé ce qu'il a mobilisé, ce qu'il a fait entrer en politique depuis le début. Et là, on est en train de passer à une sorte de principe de réalité, c'est-à-dire que c'est pas parce que on a des ambitions claires, on a un scénario très clair de ce qu'on veut faire, que le programme se réalise tel qu'on le souhaite.
Et c'est pour ça que vous avez actuellement au sein de la population israélienne une partie qui dit il faut que Trump donne le feu vert une fois de plus. Là où, timidement, parce que l'hégémonie du discours sécuritaire reste quand même très manifeste, mais timidement commence à comprendre que sur voilà, on va dire, je vais résumer ça de cette manière-là, des victoires tactiques sur victoires tactiques, prouesse militaire sur prouesse militaire, ne fournissent pas une victoire stratégique qui change considérablement. Et cette conclusion-là, elle commence elle gagne pas, on parlera des partis politiques ensuite, mais elle commence à gagner dans les discussions que les gens nouent, voilà, autour d'un café, d'un dîner, etc. Donc dans les cercles de sociabilité qui ont repris. Mais elle maintient, et surtout du côté du pouvoir, mais elle maintient encore l'idée que ça ne peut pas s'arrêter là, parce qu'autrement, bah, on est bien obligé de constater que bah, alors certes, voilà, et je dirais le seul gain du point de vue du gouvernement, c'est le gain territorial. Voilà. On occupe la moitié de la bande de Gaza, militairement parlant. On a amélioré on est sur le Golan syrien, on s'est également établi. Je sais pas les chiffres exacts de là, c'est pas une énorme proportion, mais enfin voilà, on est également. Et puis ce qui se passe au sud Liban que Joseph a très bien décrit, c'est-à-dire on rase tous les villages Binjbel, et alors qu'il avait une importance comme ça très symbolique, les villages chiites, etc. Et c'est en quelque sorte le seul acquis parce que sur le reste, le Hamas s'est reconstitué, le Hezbollah, bah, finalement, il est beaucoup plus fort. Et je termine là-dessus, c'est ça qui bouge, c'est-à-dire que d'une certaine manière, avant la reprise des combats, quand on interrogeait les Israéliens sur la victoire israélienne sur le Hezbollah, après l'événement des beepers, l'élimination de Nasrallah, etc., tout le monde était convaincu. Et ce cessez-le-feu qui nous permettait malgré tout d'améliorer la situation sur le terrain, pied à pied, bah, là, on a le sentiment que finalement, on est beaucoup plus faible que ce que l'on croyait être avant la reprise des combats au mois fin février, début du mois de mars. Donc tout cela suscite le trouble qui ne se traduit pas encore politiquement comme on pourrait le croire, mais on en parlera dans la deuxième partie. Et puis un dernier point économique, cherté de la vie énorme, je veux dire. Ça devient, les gens calculent, font des choix quand ils vont au supermarché pour se fournir. Et de l'autre côté, sur le plan macroéconomique, une économie israélienne très forte, très puissante. L'euro qui était à 4 shekels est aujourd'hui à 3,50. Le dollar qui était à 3 shekels 50 est au-dessous de 3, 2,95, etc. Euh, et donc on se dit, quand tout ça va-t-il exploser? Est-ce que cette bulle va se maintenir? Mais en tout cas, on est ici sur une distorsion énorme entre ce que ressentent les gens, les ménages, et l'économie sur le plan macroéconomique qui tient remarquablement bien. Merci beaucoup, Denis, de ce témoignage à nouveau fondé sur des choses vues. Et effectivement, quand on est sur place à prendre le pouls de la société, qu'on peut sentir ce que tu nous as dit d'évolution encore, pas forcément perceptible par tout le monde, mais sous-jacente. Alors, Dorna ne pourra pas nous parler de choses vues parce qu'elle n'est pas sur place, mais Dieu sait si elle a des antennes sur place. Et donc, la même question vous est posée, Dorna, de savoir, dans un contexte là aussi où les crises se sont ajoutées les unes aux autres depuis maintenant des années, comment la société iranienne subit, résiste à cette guerre. Bonjour, merci et bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation.
Pareil, en fait, je pense que pour les Iraniens, cette guerre a commencé depuis peut-être le juin dernier, à partir de guerre de 12 jours. Et donc, avant de passer, en fait, de parler des conséquences de cette guerre et ce qui vit aujourd'hui les Iraniens, en fait, il convient d'abord de dire une bonne partie des Iraniens interprètent cette guerre comme une invasion, en fait, c'est comment dire, qui est une invasion par les États-Unis et aussi Israël et une sorte de violation des droits internationaux qui est en fait, ça s'était un peu nommé comme guerre préventive, donc la légitimité d'une guerre préventive est discutée. Donc l'objectif principal semble être soit le renversement du régime iranien, même si cette intervention répondait aussi à des intérêts stratégiques distincts entre les États-Unis et Israël, qui soient géopolitiques ou économiques. Malgré ces différences, le changement de régime constitue un objectif commun, en fait, des États-Unis et aussi Israël, qui n'a pas été atteint et marque ainsi un échec majeur de cette intervention. Donc, par ailleurs, cet objectif de transformation de régime iranien s'inscrit dans une continuité discursive et stratégique déjà visible lors de guerre de 12 jours, où on a vu qu'en fait, le fils de ancien roi iranien Reza Pahlavi et aussi Benjamin Netanyahu, à plusieurs reprises, ils ont appelé le peuple iranien de sortir dans les roues, en fait, de se soulever. Et profitant, c'est-à-dire de la situation de la guerre, de sortir dans la rue, etc. Mais par contre, en fait, ça, c'était largement en fait négligé même, en fait, cet appel n'ont pas été suivis et ont même suscité des critiques. Certains y voyaient comme une forme de déconnexion, voire aussi trahison de la part de surtout de le fils de l'ancien roi iranien, et notamment après certains messages en faveur de bombardements publiés dans son entourage, surtout en fait sa femme qui avait publié un message genre frappe le Israël. Donc les Iraniens, ils ont vraiment mal pris en fait tout ce qui s'est passé à partir de 12 juin. Donc, on observe aussi la même dynamique lors de la séquence suivante, c'est-à-dire la guerre actuelle. De nouveau, les appels à un soulèvement lors de la guerre ont été lancés et aussi en insistant sur l'aide en fait, sur le fait que le régime a été affaibli, sur le fait que le guide suprême a été était mort, donc l'appel a été beaucoup plus clair. Maintenant, le régime est affaibli, vous pouvez sortir dans les rues. Mais là encore, ces discours n'ont pas mobilisé les populations iraniennes. Au contraire, ils ont plutôt renforcé la méfiance d'une grande partie de la population et même de l'opposition iranienne, notamment parce qu'ils ne prenaient pas en compte en fait les coûts humains de la guerre et les victimes civiles, c'est-à-dire les destructions des infrastructures vitales, ou qui s'inscrivaient aussi dans des discours d'extérieur perçus comme très menaçants envers la population et la vie en fait des Iraniens. Surtout en fait les prises de parole publiques de Reza Pahlavi qui ont largement minimiser les effets destructeurs de la guerre et ne mentionnant pas ni les victimes civiles et ni en fait la destruction des infrastructures ainsi que en fait la déclaration inquiétante de Trump quand il parlait de la destruction de la civilisation iranienne ont contribué à renforcer la méfiance en fait d'une grande partie de la population iranienne à son égard. Et cela montre bien que, en fait, les mobilisations internes ne se déclenchent pas simplement sous l'effet d'appels venus de l'extérieur, surtout en contexte de la guerre, d'autant plus que, en fait, les Iraniens, comme d'autres sociétés de la région, ont observé de près les effets des changements de régime intervenus au Moyen-Orient et via, en fait, une intervention militaire et c'est-à-dire en Afrique et aussi surtout en fait en Afghanistan et en Irak qui étaient tous les deux pays les voisins de l'Iran et les Iraniens ils ont bien suivi ce qui s'est passé dans ces deux pays-là. Donc depuis la répression violente des mobilisations de janvier
et des années précédentes, c'est-à-dire depuis le mouvement Femmes et Liberté. Une partie importante de la population a exprimé pourtant une demande de transformation, voire le renversement du régime, ça c'est clair. Et cependant, la guerre des 12 jours et puis il y a aussi le conflit récent marqué par des pertes en fait humaines et économiques considérables. On observe un repositionnement en fait. On observe aussi que plusieurs Iraniens ils commencent à vraiment se montrer contre de cette guerre-là, même si avant en fait cette idée bien simplifiée du fait que le renversement du régime via une intervention militaire est beaucoup plus facile a été un peu perçu d'une partie de population. Mais après la guerre, vraiment, en fait, il y a beaucoup d'Iraniens, on peut observer qu'en fait, ils ont changé d'idée et ils croient plus, en fait, à cette idée qui était vendue massivement par certains médias qui sont attachés à des groupes d'opposition, majoritairement les monarchistes, c'est-à-dire qui appartiennent à ces deux chaînes, soit financièrement, soit directement, fils de l'ancien roi iranien. Quant à la situation objective de la société iranienne après la guerre, elle se caractérise par des pertes humaines, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Au moins, on estime entre 2000 et 3000 civils tués depuis la guerre de 12 jours et plusieurs entre 5000 et 7000 de blessés. Euh, Contrairement à certaines analyses portées par une partie de la diaspora, quand même qui essaye de dire en fait, on entend parfois dans certains médias qu'en fait la majorité des victimes ce sont des militaires, mais non, il y a beaucoup de civils qui ont été tués, surtout en fait 300 enfants parmi eux et 180 enfants qui ont été tués en fait lors de premières frappes, premiers jours de la guerre à l'école Aminab et aussi à d'autres écoles à Téhéran et aussi à Ispahan. Et au-delà de ça, et puis il y a plus de 23 000 infrastructures commerciales et industrielles, sanitaires ont été endommagées. Et le bilan civil, comme j'ai dit, dépasse plus de milliers de blessés et presque plus de 2000 victimes. Et les pertes matérielles et économiques liées au conflit sont considérables aussi, qui touchent des secteurs à la fois civils et aussi stratégiques. Elle inclut la destruction de la base aérienne, hôpitaux, d'instituts, les écoles, les universités, des musées même, ainsi que de plus de 100 000 habitations, c'est-à-dire les bâtiments qui appartenaient en fait plutôt à des civils. S'y ajoutent des dommages majeurs aux capacités militaires et logistiques, notamment les pertes de navires et d'infrastructures de communication, ainsi qu'aux secteurs industriels clés tels que la pétrochimie et l'industrie de pétrole. Sur le plan macroéconomique, la guerre a forcément dégradé les capacités productives du pays et entraîné une baisse significative des recettes. Les pertes économiques sont estimées d'environ de 250 milliards de dollars, avec une contraction du PIB à environ 10% selon plusieurs analyses. Par ailleurs, l'inflation en particulier sur les produits alimentaires a atteint un niveau très élevé, c'est-à-dire autour de 105%. Est-ce que j'ai le temps? C'est bon? Oui, 2 minutes. Ok, et donc les difficultés d'accès à des biens essentiels et vulnérables, en fait, ça s'aggrave et il y a une vulnérabilité sociale et chez une large partie de la population sur le plan. Et à cela ajoute aussi des pénuries de médicaments. Ça, c'est très important parce qu'en fait, il y avait des institutions de recherche et aussi des hôpitaux, plus de 80 centres médicaux qui ont été détruits. Et donc, aujourd'hui, il y a une forte comment dire, pénurie des médicaments, surtout des médicaments pour les maladies de cancer, le diabète. Et aussi, enfin, la mise en place d'un bloc-out
prolongée de l'Internet a eu un effet socio-économique majeur, voit en fait que la vie de beaucoup d'Iraniens, surtout les femmes qui travaillent, qui est attachée à l'Internet, du fait de ne pas avoir accès à l'Internet, a un coût économique très fort pour les Iraniens. À cela ajoute aussi, avant la guerre, 2 millions de chômage ont été annoncés. Aujourd'hui, en fait, on parle de plus de 4 millions de taux de chômage, en fait, des personnes qui sont en chômage. Et voilà, en fait, le bilan est assez lourd et c'est très dramatique. Et j'espère qu'en fait, ça s'arrête là, même si on va voir en fait dans les jours qui viennent qu'est-ce qui se passe, parce qu'à partir de hier, de nouveau, des tensions sont augmentées et dans la région. Merci beaucoup. Merci à vous et on vit au jour le jour, en effet, on l'imagine sur place où vous avez des proches. On parlera dans un instant de la dimension politique, des traductions politiques et géopolitiques de tout cela, mais on termine ce premier tour d'écran avec toi, Stéphane, parce que les pièces du puzzle qu'il nous faut explorer à présent, qui manquent encore, ce sont bien sûr les pièces du Golfe, de la péninsule arabique, des acteurs tellement importants aussi que tu vas pouvoir nous décortiquer du point de vue social et sociétal. Merci, merci Christophe. Alors moi non plus, je n'y suis pas, donc c'est comme dans le cas de Dorna par mes antennes que j'ai une visibilité sur ce qui s'y passe, et c'est à partir de ça que je vais vous parler. Pour ce qui est des pays du Golfe, alors pris dans leur totalité, parce qu'en fait ils ont tous été visés, hein, les pays de la rive sud du Golfe, à différents degrés, on va y revenir. Euh, c'est un peu un cauchemar qui se réalise, c'est-à-dire que toute la, toute l'infrastructure, toute l'architecture, pardon, de sécurité du Golfe, elle s'est bâtie depuis plus de 40 ans pour essayer de conjurer ce cauchemar. Il ne faut pas oublier que la création du Conseil de coopération du Golfe, qui donc est la structure qui réunit les 6 États du Golfe, elle a été créée en 1981 et c'est pas du tout un hasard, c'est après la révolution de 79. Et donc d'emblée, il y a dès le départ, en fait, dès le moment où ces pays commencent à organiser cette architecture de défense partiellement commune, ou en tout cas en se plaçant voilà, dans une entité commune et en essayant de conjuguer leurs efforts, c'est dirigé vers ce qui est perçu. Alors il y a l'Irak, c'est vrai à la même époque, mais surtout de manière croissante, ça va être l'Iran qui va concentrer l'attention. Euh, donc, effectivement, c'est la réalisation d'un cauchemar. C'est vraiment le pire scénario qui est redouté, qui est évoqué, auquel, à la fois, les gens du Golfe croient beaucoup et ne voulaient pas croire. Ça fait un moment qu'ils en parlaient. Cette idée en particulier, que moi j'ai entendue maintes fois, et j'imagine que Joseph aussi, à Riyad et ailleurs, dans les discussions sur la bombe atomique iranienne, que, en fait, la bombe atomique iranienne, c'était pour viser Riyad, ça n'était pas pour viser Tel Aviv. Et les Saoudiens étaient très longtemps persuadés de ça. Et c'était en tout cas des éléments de langage dont on peut, qui ont le rôle d'éléments de langage, mais qu'on entendait très fréquemment. Donc, il y avait effectivement cette perception de la menace iranienne qui était très présente depuis longtemps dans la région. Et donc c'est un cauchemar pour les pays du Golfe qui se réalise, et c'est un cauchemar pas tant pour les destructions que ça cause, on va y revenir hein, sur les destructions, mais parce que ça remet en cause tout un modèle. C'est-à-dire que le modèle économique des pays du Golfe, que ce soit évidemment depuis longtemps aux Émirats arabes unis, mais aussi à Qatar, à Bahreïn et en Arabie saoudite, c'est un modèle qui dépend d'une forme de sécurité pour les investisseurs, les investissements, les touristes, les infrastructures, les vols, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce sont les deux grands hubs pour l'aviation, hein, Dubaï contre Doha, et puis Abu Dhabi qui est aussi petit à petit d'ailleurs ces dernières années monté, donc la plupart des vols long courriers vers l'Orient passent par cette partie du monde. Donc effectivement, toute cette économie-là, elle dépend de garanties de sécurité. Et, et en ce sens, ce qui s'est passé, c'est venu révéler une contradiction qui est une contradiction fondamentale en fait à cette espèce de bulle qui s'est construite autour de cette région du Golfe et qui, d'une certaine manière, avec les attaques iraniennes ou les ripostes iraniennes, a éclaté.
Et ça, les pays du Golfe en ont vraiment conscience. À mon avis, d'une certaine manière, ce qui s'est passé, c'est vraiment, c'est beaucoup plus que des destructions, c'est la remise en cause d'un modèle. Et la remise en cause d'un modèle dont les effets risquent de se faire sentir sur le long terme. C'est-à-dire que, là encore, même si la guerre devait s'arrêter, le fait même qu'elle ait eu lieu, c'est-à-dire sa possibilité même, les images en particulier, on va revenir aussi sur les images qu'elle a produites, tout ça, c'est évidemment quelque chose qui, en tout cas pour les années à venir, handicape lourdement le modèle économique qui s'est construit dans le Golfe et les efforts de transformation économique d'un pays comme l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc on est dans un contexte où le coût est bien supérieur aux seules destructions. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que on a eu des images de destruction, mais finalement relativement peu, puisque les pays du Golfe se sont très tôt souciés d'imposer une forme de blackout médiatique pour empêcher que des images ne sortent. Là encore, on en a vu, mais finalement relativement peu eu égard aux destructions qui ont lieu, qui semblent, de ce qu'on entend, mais là encore un peu sous le manteau, parce que tout ça est en fait, aux Émirats Arabes Unis, près de 400 personnes ont été arrêtées pour avoir communiqué des informations sur les destructions, y compris à leurs proches, pour avoir publié des images ou des vidéos prises de leurs fenêtres à Dubaï ou à Abu Dhabi sur les réseaux sociaux. Donc on voit que tout ça quand même est une question qui est devenue extrêmement sensible. De ce qu'on peut percevoir et de ce dont la presse aussi s'est fait l'écho, c'est que les destructions ont quand même été assez importantes. Elles ont été plus importantes que ce qu'on en a vu, puisque là encore, tout a été fait pour qu'on en voit relativement peu. Et ce sont des destructions qui ont visé, alors certes en premier lieu les bases américaines, c'était l'objectif déclaré, et sur les bases américaines un certain nombre d'équipements, donc visiblement les Iraniens se sont concentrés à la fois sur les systèmes de défense et les radars, ce qui avait, de ce que je comprends, et je suis pas du tout expert militaire, mais pour avoir lu des experts militaires, ce qui permet deux choses. La première, ce sont des événements, ce sont des équipements qui coûtent extrêmement cher. Donc ça permet de faire monter le coût de la guerre, en particulier, si j'ai bien compris, là encore, les radars qui ont été détruits coûtent plusieurs milliards de dollars chacun, ou les systèmes de surveillance qui avaient été installés sur ces bases. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du coût pour les Américains, mais aussi ça devait permettre, dans un second temps, que les missiles aient plus de chances de passer. Ce qui visiblement était le cas, là encore, hein. Les gens qui ont fait ce travail un peu d'analyse militaire montrent effectivement que dans un second temps, on voit que les missiles passent mieux qu'au début, parce que effectivement, un certain nombre d'équipements dont l'objectif était de stopper les missiles, d'intercepter les missiles, ont été détruits dans la première phase de la guerre. Et donc voilà, donc ça c'était le premier objectif, mais en fait cet objectif, il a très vite débordé. Il a débordé parce que les Iraniens en particulier ont pris prétexte du fait que les bases américaines avaient été évacuées et que les militaires américains avaient été logés dans des hôtels. Ils ont pris ça comme prétexte pour viser des hôtels. Et donc, dans un second temps, on a des infrastructures clairement civiles, c'est-à-dire des hôtels, en particulier à Dubaï, qui sont visés avec le prétexte que y est logé du personnel militaire américain. Et puis, dans un troisième temps, effectivement, on a les infrastructures pétrolières, en particulier et gazières, qui sont visées, là encore, avec des coûts extrêmement importants pour les économies. Alors, ça veut... enfin, tout ça, ce que ça produit, c'est dans les sociétés du Golfe une colère qui est réellement multiforme. C'est-à-dire que je pense que les populations du Golfe en veulent à tout le monde. C'est-à-dire elles en veulent évidemment à l'Iran, qui les a ciblées, mais elles n'en veulent pas moins aux Américains, aux Israéliens. Et donc je crois que le vrai débat, en fait, depuis un mois ou un mois et demi, c'est de savoir à qui ils en veulent plus. Parce que finalement, il y a ce double sentiment. D'un côté, évidemment, le cauchemar s'est réalisé, et que donc les Iraniens sont passés à l'offensive, mais que de l'autre côté, tout ça a été causé par Israël et les États-Unis, sans que les pays du Golfe n'aient été consultés. Ils se sont retrouvés au pied du mur, avec ce sentiment
peut-être, alors là encore, hein, en tout cas c'est un sentiment, moi, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être montré. Visiblement, il y a des informations récemment qui ont prouvé que c'est moins le cas que ce qu'on a dit, mais en tout cas que la protection américaine s'est concentrée sur Israël plutôt que sur les pays du Golfe. Que donc les efforts de protection américains ont été tout entiers dévoués à Israël et que les pays du Golfe se sont sentis abandonnés par le parapluie américain parce que là encore, toute la protection américaine était concentrée sur Israël. Donc que ce sentiment soit là encore fondé sur une réalité mesurable ou pas, puisque on a vu effectivement, avant-hier dans le New York Times, que visiblement les Israéliens ont donné des batteries de l'Iron Dome aux Émirats Arabes Unis, ce qui tendrait à être à prouver que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, les pays du Golfe se sont sentis clairement abandonnés. Et en tout cas, ça, c'est le sentiment qu'il y a eu dans les sociétés. Et dès lors, effectivement, on a cette colère multiforme contre tous les acteurs, ce qui rappelle un peu ce que vous dites les uns et les autres. Hein. Sentiment de population qui se sentent quand même très, très abandonnés face à toutes ces dynamiques. Alors, pour ce qui est des conséquences, malgré tout, elles n'ont pas le même impact dans tous les pays. Et on peut le mesurer, par exemple, aux prévisions du FMI, puisque récemment, le FMI a rendu public ses prévisions pour les pays de la région pour 2026, et on voit quand même que les effets ne sont pas du tout les mêmes selon les pays. Le pays qui souffre le plus dans les prévisions du FMI, c'est le Qatar. Parce que les champs gaziers qui ont été visés, en fait, on sait que les revenus du gaz, c'est 90% des recettes du Qatar. Les destructions dans les champs gaziers sont visiblement très importantes. Et dans les prévisions du FMI, le Qatar perd 15 points de PNB. C'est-à-dire qu'en fait, le Qatar passe d'une croissance, pardon, ou 15 points de croissance. Le Qatar passe d'une croissance qui était estimée dans un premier temps, je crois, à 6%, et les estimations du FMI sont à -9%. Donc le Qatar est celui qui, de loin, perd le plus. Avec, pas très loin évidemment, l'Iran et l'Irak, qui est aussi visiblement un pays qui économiquement perd beaucoup dans la guerre. Il y a des pays qui perdent, mais qui perdent un peu moins. Les Émirats Arabes Unis perdent, mais finalement, je pense que le caractère multiforme du modèle des Émirats Arabes Unis, qui dépend en fait d'une série de secteurs indépendants les uns des autres, dépend pas que des ressources minérales, mais aussi du tourisme, des nouvelles technologies, enfin toute une série de secteurs qui ont été diversement affectés. Ça permet aux Émirats de perdre 2 ou 3 points de croissance de mémoire, mais ils restent avec une croissance positive. Le seul pays qui gagne, c'est l'Oman dans les prévisions du FMI, c'est intéressant aussi. L'Oman est le seul pays qui gagne 1,5 point de croissance. Parce qu'en fait, évidemment, toute une partie du transit s'est reportée sur le sultanat d'Oman, puisque lui, il a cette façade sur l'océan Indien qui permet donc de contourner le détroit d'Ormuz. Et donc l'Oman fait partie, paradoxalement, sur le plan strictement macroéconomique, hein, des gagnants de cette crise. Alors, tout ça, c'est important à avoir en tête, et ça ne veut malgré tout pas dire, là aussi, que les positions des uns et des autres sont les mêmes par rapport à ce qui se passe. Et donc, je vais revenir dans la seconde partie sur peut-être sur la manière dont la guerre en Iran a creusé des clivages préexistants. Ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on a des positions qui sont très différenciées. C'est-à-dire qu'on a, pour le dire vite, et j'y reviendrai dans ma deuxième partie, les Émirats Arabes Unis qui considèrent que la guerre doit se prolonger et doit aller jusqu'à son terme, parce que les Émirats Arabes Unis, je l'imagine, considèrent que le regime change, c'est le seul moyen pour eux de restaurer l'environnement qui préexistait à la guerre et donc de sauvegarder leur modèle économique. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas se satisfaire d'une région instable pour les années à venir parce que leur modèle économique en dépend. Et donc ils font partie de ceux, effectivement, qui aujourd'hui sont les plus favorables à une reprise du conflit et à son prolongement jusqu'à terme. Ce qui n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, par ailleurs, on l'a dit, qui a moins souffert aussi. Hein. Je n'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai parlé des indicateurs économiques, mais là aussi, l'Arabie Saoudite a moins souffert. L'Arabie Saoudite aussi, c'est un grand pays. Et donc, évidemment, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan économique, les destructions iraniennes ont même eu un impact beaucoup moins important
qu'aux Émirats. Par ailleurs, les Émirats, effectivement, ont été le pays qui ont concentré le plus de bombardements iraniens. Hein. Ça a été le pays le plus visé de loin. Évidemment, on va y revenir dans la deuxième partie, mais tout ça est très lié avec à ses relations avec Israël. Et donc, on a aujourd'hui une Arabie Saoudite qui, à l'inverse, semble plutôt vouloir revenir à l'option diplomatique et vouloir à tout prix empêcher la reprise de la guerre. Donc, on voit que là aussi, à la fois pour des raisons qui sont liées au coût de la guerre pour les uns et pour les autres, mais aussi aux ambitions des uns et des autres, les positions aujourd'hui sur la poursuite ou non de la guerre sont assez différenciées. Merci beaucoup Stéphane. Et alors effectivement, il y a des effets dominos à l'échelle de la région et puis au-delà parce que ça va sans dire, quand un producteur de pétrole et de gaz comme cette zone et d'engrais comme cette zone souffre à ce point, eh bien, les ondes de choc atteignent l'Asie, l'Asie du Sud d'abord, mais l'Asie au-delà même, d'une manière assez spectaculaire, et on n'est pas près de voir la fin des conséquences économiques et sociales de ces guerres. Alors, on va passer de l'économique et du social au politique. Alors, dans des temps qui vont être beaucoup plus resserrés parce qu'il nous reste un peu moins d'une demi-heure, ce qui serait très utile dès lors qu'on refait le tour de table, c'est que vous nous disiez les uns après les autres comment cela va se traduire, comment cela se traduit déjà au plan politique. Alors, en termes de politique intérieure, comment est-ce que les opinions publiques que vous nous avez décrites maintenant jugent leurs gouvernants et peut-être que là où il y aura des élections, ça aura quand même un rôle. Et puis, quelles alliances, quels partenariats? Il y a une dimension quand même géopolitique. Alors, c'est un peu en style télégraphique, si vous le voulez bien, que je vous invite à nous faire cette analyse un peu interne-externe en quelque sorte, hein. Et c'est toi, Joe, qui reprend le flambeau. Je vais essayer On d'aller très rappelle, très Christophe, on a jusqu'à quelle heure juste? Je me souviens plus, c'est 19h, vite. 19h. 19h, Ah oui, 19h. c'est ça. Donc, Oui, justement. Donc en fait, on a tous dit, je dirais ça dans la deuxième partie, mais en fait, on aurait dû tout dire la première fois. Je vais essayer d'être très très rapide et de peut-être aussi enfin, utiliser certaines choses qu'ont dites les collègues pour aller plus vite. Alors effectivement, moi j'ai dit qu'il y avait une extrême polarisation au Liban, que cette polarisation en fait était je dirais la cristallisation ou l'ossification de clivages anciens. Bon, en gros, on connaît tous l'histoire des 2 dernières décennies au Liban. En fait, le clivage, en gros, 14-8 mars, le clivage axe iranien, anti-axe iranien, donc axe plutôt pro-américain, golfien, etc. Avec évidemment maintenant la complication dont Stéphane parlait, c'est que le Golfe, on ne sait plus très bien où il est. Mais en gros, et c'est très intéressant, je vais prendre une métaphore. Le clivage que Stéphane a décrit dans le Golfe, on le retrouve un peu entre ces 2 camps politiques au Liban. C'est-à-dire, en gros, au Liban, il y a aujourd'hui un camp, je dirais le camp anti-Hezbollah, anti-iranien, anciennement anti-Bachar al-Assad, qui dit il faut que le job soit terminé. Et c'est quelque chose qui est dit par les leaders israéliens et par une partie de la société israélienne et qui est dit par une partie des sociétés et des régimes du Golfe. Je crois que les Émiratis sont clairement dans cette optique. Aujourd'hui, le cauchemar pour les Émirats, pour Israël peut-être, et parce qu'Israël a d'autres moyens et d'autres calculs, pour une grande partie des Libanais anti-Hezbollah, c'est que la guerre finisse avec l'Iran et ses proxys encore debout. Alors certes, ils peuvent vous expliquer, j'avais cette discussion ce matin avec un collègue à l'université qui me disait oui, mais même s'ils survivent, ils sont estropiés, borgnes, ils ont perdu un bras, etc. Oui, mais ils vont se refaire et ils sont là. Et leur capacité de nuisance est là. Et donc, il y a au Liban, believe it or not, croyez-le ou pas, une bonne partie des gens et des forces politiques in petto qui souhaitent que la guerre reprenne et se poursuive. Alors avec des fantasmes, évidemment, à mon sens, politiquement irréalisables. Et là, on revient à ce que disait Denis Charbit. Dire, bon, la guerre reprend, Israël peut faire quoi au Liban? Elle arrive à Beyrouth, elle a envahi Beyrouth, elle change le régime politique, elle refait 82. On a déjà vu le film.
Et donc, on sait que ça ne va pas créer quelque chose, et c'est un peu ce que disait aussi Dorna sur l'Iran. Rien ne peut être changé vraiment au niveau des structures politiques et des postures sociales par la force. Et ça, on le sait. Donc, il y a l'exemple irakien, etc. Et en face de cela, il y a une partie de la population libanaise, et je le disais tout à l'heure, autour du Hezbollah, qui considère que cette guerre est devenue pratiquement existentielle. C'est-à-dire que s'ils la perdent, ils ne perdent pas seulement une partie de la guerre, du pouvoir, etc., mais ils perdent l'existence même. Et les appels, et je vais vous dire des choses qui peut-être vont vous paraître invraisemblables, mais il y a une partie du camp anti-Hezbollah qui commence à dire, mais de toute façon, les chiites libanais, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent aller en Irak. Donc on commence à parler de transfert massif de population. C'est évidemment irréaliste, c'est évidemment de l'ordre du fantasme, mais ça donne une idée de l'état d'esprit des forces politiques et de leurs followers. Donc on en est là, si vous voulez, dans cette sorte de polarisation. Denis a dit quelque chose d'important et je crois qu'on peut le retrouver dans le Hezbollah, chez les supporters du Hezbollah, dans l'environnement du Hezbollah. Il disait que la population du Nord, qui est celle qui a le plus payé en Israël, est aujourd'hui la plus radicalisée. Aujourd'hui, les gens qui ont perdu leur maison au Sud sont certes en colère, mais aujourd'hui, ils considèrent que cette fois, il faut aller jusqu'au bout de leur point de vue. C'est-à-dire qu'il faut vaincre, il faut résister jusqu'au bout et imposer à Israël des conditions d'un cessez-le-feu ou d'arrangement sécuritaire qui leur sera favorable. Et donc, pour résumer, en fait, c'est juste ce point-là, on est dans du non négociable. On est devenu dans du non négociable. Et ça, au Liban ou ailleurs, mais au Liban, on le sait parce qu'on l'a vécu, on sait vers quoi ça peut déboucher. C'est-à-dire que ça peut déboucher vers le conflit civil. Évidemment, la donnée démographique aujourd'hui est extrêmement importante. 1,2 million de réfugiés qui sont dans Beyrouth ou dans la banlieue proche de Beyrouth peuvent à n'importe quel moment devenir une sorte de bombe à retardement. On peut aller très rapidement au clash avec l'armée libanaise, avec une autre partie de la population, etc. Alors là, j'en viens très très vite aux alignements extérieurs. C'est là qu'il y a maintenant cette idée, je crois que Denis Charbit sait très bien de quoi je parle, il y a cette pression énorme, intense et presque insupportable au sens étymologique du terme insupportable, c'est-à-dire insoutenable politiquement, sur le gouvernement libanais et le président de la République au Liban, d'aller dans les 15 jours qui viennent à Washington, chez Donald Trump à la Maison-Blanche, rencontrer Benjamin Netanyahou et signer une sorte de paix de type reddition. Ça, c'est à mon avis aussi l'élément qui ajoute à, disons, cette machine explosive qui est en train d'être en marche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement libanais est devant pratiquement des choix impossibles, une sorte de catch-22 insupportable, insoutenable au sens politique. Soit il va très vite aux négociations avec Israël avant même que les négociations n'aient commencé, c'est-à-dire qu'il va vers la paix avant même que la guerre ne soit finie avec une occupation, des dynamitages de villages. À ce moment-là, le président libanais revient au Liban en s'étant retrouvé tout d'un coup dans le camp, je dirais, des Israélo-Américano-Émiratis, avec un pays qui est aujourd'hui encore complètement exempt. Et donc, c'est pratiquement la recette pour la reprise de la guerre civile au Liban. Ou bien le président de la République libanaise et le gouvernement refusent disons, ce calice de poison ou cette coupe de poison, refusent d'aller aux négociations, tergiversent. Et peut-être que Donald Trump donnera ce feu vert dont parlait Denis Charbit à Israël pour terminer le boulot, avec tous les effets dévastateurs que cela voudra dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, le pays, le Liban, est dans une situation qu'il a pratiquement déjà vécue depuis les années 60, je dirais. C'est-à-dire soit il choisit l'alignement sur des axes internationaux, des axes occidentaux, etc., au mépris de la sensibilité, peut-être minoritaire, mais importante, d'une partie de sa population, ou en tout cas d'une partie qui aujourd'hui a le couteau sur la gorge et qui considère qu'elle va se défendre bec et ongle, au risque même de faire exploser le consensus libanais, soit le pays se retrouve au contraire solidaire, disons, des axes plus proches de lui, des sensibilités plus proches de lui, et provoque l'ire
je dirais, de la superpuissance américaine, avec cette fois, à la différence de fois précédente, un personnage à la tête des États-Unis qui est pour le peu volatile, complètement, je veux dire, imprévisible et qui est capable peut-être d'ordonner à Israël ou de laisser Israël aller jusqu'au bout dans son aventure libanaise, même si, je le répète encore une fois, le bout de cette aventure, et je crois que Denis Charbit est d'accord avec moi, n'est pas quelque chose de réalisable dans l'avenir proche, ou en tout cas pas tout à fait heureusement réalisable. Donc voilà dans la situation dans laquelle le pays est, polarisation extrême, crainte existentielle, début de haine identitaire, et tout ça provoque, comme je le disais dans ma première partie, des questions angoissantes, existentielles pour les Libanais, en se disant peut-être que cette fois, le Liban ne s'en relèvera pas, avec évidemment l'annexe qui est, en tout cas, la région peut-être ne sortira pas indemne de ce cataclysme iranien, et là on retrouve les effets Golfe, Iran, etc. Merci Joseph. Alors, à nouveau, effectivement, tu as tendu la perche à Denis parce que c'est en Israël que se joue une partie de l'avenir du Liban, mais en Israël, il y a un calendrier électoral quand même. Et ce serait intéressant que tu nous dises, à quelques mois du scrutin national, comment est-ce que cette guerre enfin, produit ses effets. Faut que tu mettes ton micro. Denis, tu n'as pas mis ton micro. Alors effectivement, il y a un calendrier électoral, c'est le 27 octobre, même si bien sûr, à la faveur d'une évolution, Netanyahou et sa coalition peuvent toujours anticiper, mais comme il faut de toute façon 3 mois, à la différence de la France où en 3 semaines on refait des élections, en Israël il faut 3 mois selon la loi, donc voilà. Et puis on ferait pas des élections au mois de juillet, au mois d'août, donc et septembre c'est le calendrier des fêtes religieuses, donc ça peut être anticipé de 2, 3 semaines, mais ce sera vraisemblablement le mois d'octobre. Premières élections, alors que, si vous voulez, pour l'opposition et ceux qui sont opposés à cette coalition, comment dirais-je, ce qui est insupportable ou insoutenable quand on y pense, c'est que ce gouvernement, dont je rappelle que la première année, il l'avait consacré à cette révolution de régime, on en avait parlé d'ailleurs, Christophe, tu m'avais invité à un webinaire à cette occasion. Outre donc ce projet comment dirais-je, d'affaiblissement des contre-pouvoirs israéliens qui restent encore dans une démocratie qui est fondamentalement assez fragile, pas de constitution, etc. Voilà qu'après une guerre qui dure 2 ans et demi et dont les résultats, encore une fois, prouesse tactique, mais aucun résultat stratégique très significatif, la seule titre de gloire que Netanyahou reprend en permanence, c'est nous avons réussi à convaincre les États-Unis de s'allier à nous dans une opération militaire. Quel pays au monde est-il capable d'en faire autant? Bon, ok, très bien, vous y êtes arrivés, mais pour quel résultat? Donc c'est vrai qu'il y a un très grand, je dirais, on va vers une campagne électorale très polarisée avec une volonté de revanche. Voilà, dans un contexte qui est, si les choses ne bougent pas, favorable à l'opposition. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tout je dirais, le pari de Netanyahou, depuis le début, c'est le 7 octobre, je ne l'ai pas prévu, je n'ai pas su l'empêcher, il a eu ses effets traumatisants pour la société israélienne. Tout ce que je peux faire dans les 4 ans qui me sont impartis, donc jusqu'à octobre 2026, c'est amener l'État d'Israël dans une situation stratégique qui soit meilleure que celle qui était la nôtre avant. Alors, je dirais très objectivement que si vous prenez les Israéliens, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Voilà, Assad ne dirige plus le nord. On s'entend discrètement avec Shara, la coalition Aoun, enfin la coalition, je veux dire, jamais un président libanais n'a été aussi clair et aussi ferme sur le fait que on peut tenir Israël pour responsable de la reprise des combats, mais
le Hezbollah aussi y est pour quelque chose. Dans les deux cas, je rappelle que dans les deux cas, c'est le Hezbollah qui a provoqué. Israël, bien sûr, aurait pu, par exemple, le fin février, ne pas réagir aux quelques roquettes qui ont été lancées comme un baroud d'honneur pour la mémoire, célébrer la mémoire du guide suprême. Le fait est qu'Israël est entré. Et là où il faut alors on va dire, mais alors qu'est-ce qu'elle dit l'opposition? Il faut bien comprendre, la société israélienne, et je parle surtout de la société juive en Israël, globalement soutient la guerre. En tout cas, tout au début. On s'est tout de suite rendu compte, et c'est la grosse surprise, que même lors de la première semaine, on n'a pas assisté à des changements significatifs dans les sondages. Alors, pourquoi ce soutien à la guerre? Et ça, je voudrais le dire pour la question du Liban. Ça me paraît important de le dire. Je tiens à rappeler, et tout le monde l'a oublié, que la résolution onusienne a permis d'établir un cessez-le-feu réel et authentique de 2006 à 2023. Ok? Là-dessus, on fait comme si 17 ans n'étaient pas passés, durant lesquels il y a peut-être eu une erreur du Hezbollah, tout de suite avec des excuses, etc., pour pas embraser la situation. Seulement, pourquoi un nouveau cessez-le-feu de ce type, avec une nouvelle résolution onusienne de ce type, ne convaincra personne et certainement pas la population du Nord? Parce que si formellement, pendant 17 ans, c'est énorme dans la région, il ne s'est rien passé entre Israël et le Hezbollah. Qu'est-ce qu'a fait le Hezbollah pendant 17 ans? Il n'a pas envoyé une roquette, mais il a renforcé son arsenal. D'où le scepticisme, quand je parlais tout à l'heure de militarisme israélien, le scepticisme qui fait que opposition comme Netanyahou dit globalement, ou bien le Liban s'en charge, c'est-à-dire fait valoir sa souveraineté en disant attendez, il n'y a pas d'État dans l'État, surtout si à 2 reprises vous avez provoqué la guerre contre Israël, qu'Israël était peut-être bien contente de vouloir mener, mais vous lui avez offert ce tremplin-là. Et on voit bien encore une fois, jamais regardez, par rapport à ce que Dorna disait tout à l'heure sur une société iranienne qui semble avoir oublié qu'elle déteste ce régime puisqu'elle se rallie derrière le drapeau, au Liban, ça s'est pas produit comme ça puisque ce clivage est plus que jamais renforcé. Et certains, aujourd'hui publiquement, disent il faut s'entendre avec Israël. Voilà. Donc voilà pourquoi l'opposition, elle aussi finalement, elle pense que il faut en terminer avec le Hezbollah. Autrement, on reviendra dans le meilleur des cas, mais ça, personne n'ose le dire. On va re-signer un accord de cessez-le-feu qui sera respecté à la lettre pendant 17 ans, et de nouveau, ce sera renforcé. Pendant ce temps-là, le Hezbollah se sera renforcé, transformé, etc. Voilà. Donc, c'est pas une sorte de bellicisme qui gagne toute la société israélienne. C'est également et surtout le sentiment que, avec le Hamas, c'est le tout ou rien. Avec le Hezbollah, c'est le tout ou rien. Et si ce n'est qu'il y a un réel qui nous montre bien, que c'est pas tout ou rien. C'est la moitié, d'où je dirais, alors, pour parler du désarroi, oui, de nouveau, des Israéliens disent, c'est une situation trop compliquée et finalement, il faut peut-être envisager de partir. Je voudrais ajouter une autre dimension politique et c'est ça, et là-dessus, je terminerai. 2 éléments énormes. Et à la faveur d'un cessez-le-feu relatif, même si encore les combats continuent, et notamment au sud du Liban, au sud de l'Italie, le visage odieux de l'extrême droite israélienne et du gouvernement qui le soutient. Alors on dira d'abord les orthodoxes, parce qu'ils, même dans une épreuve comme celle-là, ne consentent pas à apporter... il ne s'agit pas de mobiliser tous les orthodoxes entre 18 et 21 ans, mais une partie d'entre eux. Même à cela, ils se refusent dans un moment qui a été très pénible, où vous avez, il faut bien comprendre, des réservistes entre 25 et 40 ans qui ont fait 400 jours, 500 jours, voire 600 jours de réserve. Donc cette inégalité, elle est insupportable pour une grande partie de la société israélienne. Deuxièmement, les exactions en Cisjordanie, cet épisode terrifiant là d'un soldat israélien qui abat un crucifix dans un village chrétien qui est censé être un allié d'Israël, la loi sur la peine de mort, c'est-à-dire un visage
dans lequel une partie importante de la société israélienne dit c'est plus possible. Ce à quoi s'ajoute l'isolement croissant, hein, on voit bien. Alors, on peut dire une fois, deux fois, c'est l'antisémitisme, le vieux fond antisémite des sociétés européennes qui remonte. Oui, à un moment, on comprend bien que ça ne peut pas être une explication générale qui marche à tous les coups. Il y a aussi ce qui se passe, et ça, si j'ajoute la reprise de la législation pour mettre fin à cette indépendance des contre-pouvoirs israéliens, cette corruption généralisée, corruption alors au sens, non pas de pot de vin, etc., mais au sens nomination sans compétence, etc. Je vous donne là aussi un petit exemple. Il y avait la fête de l'indépendance, il faut qu'on avance, grande. Denis, sinon on va pas y arriver. On va, Mais on a compris une chose très importante, c'est que l'opposition et le gouvernement actuel ont quand même beaucoup en commun et que les divisions internes à la société politique israélienne rendront à nouveau les coalitions assez compliquées, mais qu'on devra en passer par là. Alors, il y a en Israël des élections, c'est pas le cas en Iran, et tu as effectivement aussi fait la comparaison, mais euh, partout où il y a du pouvoir, il peut y avoir des glissements dans le pouvoir. Et la question que j'aimerais poser à Dorna maintenant, c'est quel est l'effet de cette guerre sur les rapports de force entre les différents pôles du pouvoir en Iran? Et c'est important de comprendre comment, après la disparition d'Ali Khamenei, on a vu aussi des glissements de pouvoir s'opérer. Est-ce que vous pouvez décrypter cette évolution pour nous? Oui, en fait, certes, au lendemain de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, une nouvelle conflit, une nouvelle configuration de pouvoir politique et économique semble se dessiner. Et près de 2 mois après le but de la guerre, et malgré le cessez-le-feu très fragile, et ses effets continuent à peser sur politique et la situation politique et économique du pays. En fait, en Iran, le point le plus important, c'est la question de dualité de pouvoir. C'est très, très important. C'est-à-dire, d'une part, on est face à ce noyau dur du régime iranien dont on parle, qui est pas que seulement le guide suprême, c'est-à-dire entre parenthèses, on parlait beaucoup en fait de couper la tête de serpent, mais non, on est en train de, en fait, serpent, c'est en train de changer le pot en fait. En fait, c'est ça qui, pour moi, je sais pas, j'ai pas le mot exact français pour expliquer ça. Et on n'a pas coupé la tête de serpent parce que cette noyau dur de régime, on parle d'une coalition ce qu'en fait certaines appellent une coalition d'Anfal. Plutôt c'est Monsieur Mehdad Wahabi qui a en fait bien développé en fait ce terme de allié d'Anfal. D'Anfal, c'est une sorte de taxe islamique qui est très très important. Et je vais pas expliquer en fait le contexte historique et politique, mais cet axe islamique finalement appartient à Guide suprême. Guide suprême, pas que Guide suprême, c'est-à-dire à son allié d'Anfal, c'est-à-dire d'une part les acteurs paragouvernementaux, des institutions paragouvernementales ou aussi des acteurs paragouvernementaux ou paramilitaires. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ce noyau dur de régime, quand on parle en fait de plusieurs groupes qui sont interconnectés et parfois ils sont en tension. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en fait, par exemple, si vous prenez l'exemple de services de renseignement de régime iranien, il y a en fait 3 services, on peut voir trois en fait services de renseignement qui travaillent parallèlement. Et donc, c'est vraiment difficile de comprendre exactement en fait comment ça fonctionne en fait à l'intérieur de ce système. Mais ce qu'on connaît plus ou moins, on peut via la littérature, etc. Où on peut pas faire une entretien et aussi faire une sociologie de gardien de révolution, c'est quand même en fait c'est difficile. Je vois parfois il y a des chercheurs qui utilisent ce terme-là. Je me suis dit quand même, en fait il existe des membres de gardiens de révolution qui ont sorti, qui ont quitté le pays. Mais eux aussi, parfois, en fait, dans leurs calculs, dans leurs analyses, il y a beaucoup de fautes et d'erreurs parce qu'en fait, il s'est beaucoup changé, il se développe beaucoup, il s'évolue et c'est très difficile de comprendre. Et d'ailleurs, une partie de ma thèse était sur la question de militarisation de la gestion des ressources naturelles et aussi de l'environnement. Et donc, j'avoue qu'en fait, c'était un peu difficile d'avoir accès à des données parce que c'est hyper dangereux, cette étude-là. Donc,
On a une partie, voilà, ce noyau dur un peu difficile à comprendre vraiment, surtout les tensions entre les différentes fractions qui existent dans ce groupe-là, qui arrivent malgré tout en fait gouverner, de garder le pouvoir. Et d'autre part, on a la République avec élection, avec une présidente, on a le Parlement. Et c'est pas une démocratie, on peut pas parler de séparation de pouvoir. Et il y a aussi d'autre part le pouvoir judiciaire que aujourd'hui surtout en fait qui d'une manière très indépendante il gouverne autrement. Le procureur général qui a dit en fait ils vont vraiment en fait pas lâcher en fait les gens qu'ils ont arrêtés lors de janvier dernier. Les exécutions en fait c'est en cours de la guerre et après la guerre ça continue de manière très brutale malheureusement et c'est parce qu'en fait comme j'ai dit cette séparation de pouvoir ne permet pas qu'on en fait on veille en fait sur ce qui se passe et surtout en fait sur les dossiers des tribunaux en fait de ceux qui ont été arrêtés de voir exactement en fait c'est la peine de mort est basée sur euh, j'oublie les mots, hein, je sais que vous êtes pressé. Et juste, en fait, à côté de ça, on a le pouvoir exécutif dans lequel le président iranien n'a pas assez de pouvoir. C'est-à-dire, depuis, après le cessez-le-feu, il essaye de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour l'Internet? Il essaye de, même avant aussi l'attaque, lors de mouvements, etc., il a essayé qu'il va trouver une solution pour la crise économique parce que une partie des réseaux trusty, qu'ils ont bloqué les revenus pétroliers et les revenus et ce qui en fait a ajouté en fait la crise économique. Il a essayé en fait de les identifier, de dire que bah voilà il faut les présenter aux justices. Pourquoi ces gens-là ils ne retournent pas l'argent etc. Bah ça c'est il a même pas pu en fait comment les identifier et rendre public leur nom. Et donc, face à ça, la situation est en même temps est très compliquée. Si on revient sur la société, la diaspora, il y a même problème aussi. On a sur le diaspora iranien et aussi sur la société à l'intérieur qui est hyper, comment dire, les avis sont très différents. On peut pas généralement dire que, malheureusement, j'étais déçue de fait d'entendre trop que les Iraniens sont pour la guerre, pro-américains, pro-israéliens, alors que non, ça ressemble pas à la réalité. C'est parce qu'on veut pas entendre les Iraniens, surtout qui sont à l'intérieur, et une grande partie, eux, ils ont pas accès vraiment à les informations. Et une fois que maintenant, certaines, ils essayent de se connecter, ils sont en fait, grande partie de ces gens qui sont connectés ou parmi des chercheurs et des amis qu'on a des contacts avec eux, ils sont choqués du fait qu'en fait, pendant la guerre, une partie de diaspora iranien, ils dansaient, ils remerciaient Trump. En fait, ils comprenaient pas comment ils sont, eux, sous la guerre et bombardement, et d'autre côté en Europe et aussi aux États-Unis, il y a des Iraniens qui remercient, en fait, vous, en fait, ils vivent pas, en fait, les effets de guerre, bah, c'est simple, en fait, pour une partie de diaspora, être pour. Et d'autre part, les mécontentements, ça c'est très connu pour le monde entier que les peuples iraniens sont mécontents, sont pas contents en fait de ce régime-là. Ils se battent depuis longtemps, surtout on est face à une société multiethnique. La question ethnicité en Iran est très très importante. Les revendications des minorités ethniques, les mouvements ethniques, c'est commencé depuis il y a plus d'un siècle en Iran et depuis plus d'un siècle, ils cherchent leurs droits et donc cette guerre aussi pour eux, pour une partie des minorités ethniques, ils ont essayé d'en profiter pour pouvoir changer la situation. Mais malheureusement, là aujourd'hui, on est face à une guerre. Tout le monde sont d'accord qu'en fait la guerre avait des effets énormes sur leur vie, sur leur économie. Tout le monde partage un moment de stress, ils sont fatigués et aussi ils sont face à un régime. Et il y a une grande partie de la société, malgré le fait que les chercheurs et plusieurs analystes, ils disaient à quoi ressemble cette structure de pouvoir politique en Iran et comment c'est difficile de parler de renversement de régime sans avoir une groupe d'opposition bien unie pour avoir finalement pour un moment après-guerre, pour avoir quelqu'un, une figure, un leader, un groupe qui peuvent bien en fait même diriger la transition, la période de transition. Et ben c'est aujourd'hui il y a malgré le fait qu'en fait on a signalé, il y avait des alertes, attention à vos propos, attention de ne pas aller quand même demander l'aide des comment dire des acteurs à l'extérieur, des interventions militaires, etc. Parce que renversement de régime c'est pas si simple.
Et donc aujourd'hui, par contre, on peut voir une grande partie de la société, ils ont compris que bah voilà, on n'a pas coupé la tête de serpent. Et le régime continue, même pas le président. Moins en moins, on entend ce qu'il dit le président. Il essaye un peu de gouverner le pouvoir exécutif, mais ce qu'il faut savoir dans le cas d'Iran, action publique est capturée par ce groupe paramilitaire paraétatique. Et ça, c'est très important parce que bah, finalement, le changement doit venir via le pouvoir exécutif et l'action publique. Et si ça s'est freiné et aussi et capturé par d'autres groupes, bah, ce qui était en fait une partie de ma thèse d'étudier comment ça fonctionne l'action publique d'ailleurs en Iran. Si c'est bloqué, c'est grave. Mais comment on peut faire face finalement à ce groupe paramilitaire et les gardiens de révolution qui ont une majorité de pouvoir? Ça reste une grande question, il faut voir. Et moi, je trouve que la situation est très complexe. Et le problème, il réside où, en fait, quand on facilite les choses, quand on simplifie le renversement, changement de régime, la guerre, etc. euh, On en vient à conclure que ouais. peut-être que l'objectif du changement de régime est finalement plus lointain maintenant qu'il ne l'était peut-être avant la guerre. Et ce serait quand même le paradoxe si à la fin on avait plutôt renforcé ceux qui étaient déjà dans ce fameux noyau dur plutôt que les affaiblir. Merci beaucoup, Dorna, et on conclut par un tour d'horizon absolument indispensable, Stéphane, de la situation dans les Émirats et de la situation entre les Émirats, et puis entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, puisque les lignes ont beaucoup bougé à l'occasion de cette guerre a conforté certaines de ces euh, modifications qu'on voyait déjà se dessiner. C'est toi qui auras le mot de la fin. Merci Christophe et merci à tous les collègues pour ces explications très éclairantes. Pour revenir sur les pays du Golfe, en effet, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une aggravation du divorce entre les Émirats et l'Arabie. Alors ça n'a pas commencé avec cette guerre, hein, ça fait déjà quelques années. C'est vraiment un divorce parce que l'histoire a commencé quand même par une extraordinaire lune de miel. Les Émirats ont joué un rôle très important au moment de l'arrivée de Mohammed Ben Salman au pouvoir en Arabie. Ils ont été l'un des premiers soutiens. Ce sont les Émirats et c'est Mohammed Ben Zayed des Émirats qui a été le premier promoteur du prince héritier saoudien à Washington auprès de Trump. Et donc pendant quelques années, on avait l'impression que on avait là une sorte de duopole extrêmement lié, quoi. Au Yémen, ils y vont ensemble. En 2017, ils s'allient contre le voisin qatari. Et donc pendant quelques années, on a l'impression que on a deux États dont les politiques sont alignées. Et en fait, ça fait quelques années que les choses ont commencé à se compliquer. Et pour une série de raisons, mais une raison, à mon avis, aussi qui est une raison structurelle, c'est que, en fait, ce sont deux États qui ont le même modèle économique. Euh, Tout le projet de réforme de Mohammed Ben Salman en Arabie, c'est de faire de l'Arabie Saoudite une version XXL des Émirats. Et donc, évidemment, ils sont en concurrence pour les mêmes secteurs, pour les mêmes marchés. Simplement, Mohammed Ben Salman regarde les Émirats comme un pays beaucoup plus petit et beaucoup plus insignifiant et très agacé. Hein. Faut jamais oublier que, vu du Golfe, si l'Arabie Saoudite c'était la France, les Émirats, ce serait quelque part entre la Belgique et le Luxembourg, et le Qatar, ce serait Monaco. Et vraiment, ça, c'est comme ça que les Saoudiens voient ces pays. Et donc, évidemment, il y a un agacement et il y a une volonté de l'Arabie Saoudite aussi de dire, en fait, tout ce que font les Émirats, on peut le faire aussi, mais en mieux. Et c'est tout le projet de la vision 2030 qui apparaît dans ces termes-là depuis quelques années. Et donc, tout ça, s'ajoutant à des positionnements très agressifs des Émirats sur les conflits régionaux, on a un État qui mène quand même une politique très proactive, voire agressive, sur une série de conflits régionaux depuis un certain nombre d'années, que ce soit en Libye, au Soudan, c'est-à-dire que les Émirats sont voilà, dans une politique qui est un peu, à l'image presque de cet impérialisme européen du temps des grands impérialismes du XVIIe, c'est-à-dire en fait, ils vont créer des comptoirs commerciaux, ils s'ingèrent dans des conflits, ils sous-traitent la question militaire à des condottieri soudanais ou colombiens. Enfin, on a vraiment une politique des Émirats qui est très proactive, qui est quand même guidée par le commerce,
mais qui ne s'interdit pas l'usage de l'outil militaire, qui utilise les lignes de fracture dans les États, là encore, que ce soit au Soudan, en Libye, au Yémen, pour gagner en influence en soutenant un pan de la population contre un autre. Un collègue chercheur disait que les Émirats avaient mis en place l'axe des sécessionnistes. Et donc les sécessionnistes libyens, les sécessionnistes yéménites, les sécessionnistes soudanais sont un peu aujourd'hui les proxys des Émirats, avec évidemment à chaque fois des intérêts économiques très clairs. Hein. Que ce soit au Yémen, puisque c'est la question du contrôle du détroit de Bab el-Mandeb et du commerce maritime sur l'océan Indien, ou au Soudan, c'est le contrôle des mines d'or. Donc on voit quand même que là encore, les Émirats sont guidés par des intérêts économiques et pas simplement par une logique politique. Et ça fait, voilà, depuis un certain temps, ça fait monter la pression avec l'Arabie. Les accords d'Abraham aussi, évidemment, même si dans un premier temps, l'Arabie y a songé aussi, simplement l'Arabie voulait avoir un meilleur deal que les Émirats. En fait, la grande obsession des Saoudiens, c'était de signer les accords d'Abraham, mais en obtenant plus que les Saoudiens, et que les Émiratis, pardon, et on a l'impression à ce stade que cette opportunité-là, elle est complètement passée. C'est-à-dire que les Saoudiens, à mesure que la guerre, après le 7 octobre, s'est étendue, les Saoudiens ont clairement changé de position. Je pense que la lecture saoudienne aujourd'hui est qu'il y a une volonté d'hégémonie israélienne sur la région. Là encore, c'est la lecture saoudienne, et cette volonté d'hégémonie leur fait peur. D'une certaine manière, on pourrait dire que les Saoudiens étaient prêts à faire la paix avec Israël dès lors qu'ils percevaient ça comme une paix d'égal à égal, où je te donne mes capitaux, tu me donnes tes nouvelles technologies, et puis on se met d'accord. Et ils ont l'impression qu'aujourd'hui, Israël, vis-à-vis de ses partenaires arabes, est plutôt dans une logique de vassalisation. Et les Saoudiens n'ont pas envie d'être vassalisés. Et donc c'est ça aujourd'hui qui explique qu'ils soient effectivement dans une position qui est beaucoup plus en rupture avec celle d'il y a 3 ou 4 ans, que les Émirats, du coup, qui se sont rapprochés d'Israël dans le même temps, et on l'a vu puisque les Israéliens sont venus à leur rescousse en leur envoyant des équipements militaires pendant le récent conflit. Eh bien, tout ça accentue le divorce avec l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, voilà, on a vraiment 2 lignes qui s'affirment, avec des Émirats qui poussent le jeu du cavalier seul au point de sortir de l'OPEC, puisque c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Les Émirats, il y a quelques jours, effectivement, ont décidé qu'ils n'étaient plus membres de l'OPEC, en considérant que l'OPEC était sous influence saoudienne. Ça leur donne, là encore, sur le plan économique, ça leur donne une marge de manœuvre bien plus grande, puisque dès lors, ils n'ont plus à coordonner les prix du pétrole avec les membres de l'OPEC. Mais évidemment, c'est aussi un défi lancé à l'Arabie Saoudite, voilà, dans un contexte où il est par ailleurs révélé voilà, en tout cas que la proximité entre Israël et les Émirats est en train d'apparaître au grand jour, ce que beaucoup d'entre nous savaient. Hein. Mais je veux dire, que ce soit l'article sur les équipements de l'Iron Dome livrés aux Émirats, tout ça, ça montre qu'effectivement, probablement les Émirats, c'est la première fois qu'Israël en fait a une relation aussi étroite avec un pays arabe et avec les élites d'un pays arabe. Et ça, c'est tout à fait nouveau pour la région et c'est perçu effectivement par l'Arabie Saoudite comme un danger. Et donc, ce que fait l'Arabie Saoudite en retour, c'est d'essayer de créer un 3e axe. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on aurait d'un côté l'axe entre les Émirats et Israël, de l'autre, évidemment, l'Iran et puis ce qui reste de ses proxys, et puis cette espèce de volonté saoudienne de créer un 3e axe avec l'Égypte, la Turquie et le Pakistan. Et donc, Pakistan, très utile puisqu'il a la bombe nucléaire. Et donc, c'est ce qu'à Riyad, ils appellent le Quad. Hein, ce seraient ces 4 pays. Mais bon, là encore, on a beaucoup de mal à imaginer que ça puisse être autre chose qu'un axe sur le papier, parce que on imagine mal Égyptiens, Turcs et Pakistanais être capables de mettre de côté leurs intérêts stratégiques propres pour former un ensemble cohérent. Mais de fait, c'est ce sur quoi misent aujourd'hui les Saoudiens. Et donc, effectivement, on a l'émergence d'une sorte de 3e voie qui voudrait dire finalement ni l'axe émirato-israélien, ni l'axe de la résistance, entre guillemets, mais tout ça reste encore, à mon avis, très flou. Et pour le moment, ça complique plutôt les choses. Cela dit, voilà, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, sur la question de la guerre et de la poursuite de la guerre avec l'Iran, on a des positions, effectivement, qui sont très clairement aujourd'hui distinguées, avec des Émirats qui sont désireux de continuer, qui estiment que, là encore, pour reprendre l'expression de mes collègues tout à l'heure, il faut terminer le boulot, et une Arabie qui, elle, voudrait croire
en la diplomatie, qui a tout misé sur le médiateur pakistanais et qui considère effectivement qu'il y a beaucoup plus à perdre. Alors peut-être là encore aussi parce qu'elle, de toute façon, a moins perdu dans la guerre récente, parce que l'Arabie considère que... Et d'une certaine manière, il y a aussi quelque chose à ajouter dans tout ça, c'est qu'il y avait chez les Saoudiens, pendant ce conflit, une sorte de schadenfreude à voir les Émirats se faire bombarder. C'est-à-dire qu'en fait, les Saoudiens se sont pris des bombes, mais je pense qu'ils regardaient avec une certaine satisfaction les Émirats en recevoir plus qu'eux. Et donc, évidemment, ça n'est jamais été dit. On a fait des grandes déclarations des pays du Golfe où tout le monde s'est ému collectivement des attaques iraniennes, etc. Mais effectivement, c'est-à-dire que d'une certaine manière, cette guerre aussi, et la logique de la guerre en général, elle nous ramène à la logique des États. Et finalement, effectivement, du point de vue de l'Arabie Saoudite, ce qui s'est passé dans le Golfe avec les Émirats, même le Qatar d'ailleurs, qui lui aujourd'hui est un peu à la remorque de l'Arabie Saoudite, mais a aussi beaucoup perdu. Bon, c'est une espèce de bulle qui s'est constituée pendant les 20 dernières années, mais pour l'Arabie, évidemment, tout ça n'est pas sérieux. Et donc, le retour à la logique de la guerre, c'est aussi le retour à la logique des États. Les États, ça veut dire la profondeur stratégique. Les États, ça veut dire du territoire. Les États, ça veut dire la capacité à encaisser des bombardements. Et d'une certaine manière, c'est là, en effet, que ça ramène d'une certaine manière l'Arabie et ses concurrents du Golfe à la géographie et à des logiques, effectivement, dont les Émirats, mais aussi le Qatar, avaient pendant 20 ans considéré qu'ils pouvaient s'émanciper. Et là, ça les ramène à quelque chose voilà, de concret, de brutal, c'est la géographie. Et je crois que là encore, ce retour à la géographie n'est pas complètement pour déplaire aux Saoudiens dans cette histoire. Donc on est quand même dans quelque chose voilà, qui est bon. Alors, moi, je suis pas sûr que l'idée des Saoudiens, l'idée du Quad puisse fonctionner. On voit mal, en fait, comment tout ça pourrait... Enfin, je pense que les Saoudiens se bercent un peu d'illusions en imaginant qu'ils pourraient, avec cette alliance improbable, rééquilibrer la région. En tout cas, c'est le pari qui prétendent aujourd'hui vouloir faire. Merci beaucoup. Alors l'axe numéro un que tu citais, tu peux le prolonger, je pense, jusqu'à l'Inde, qui est dans une relation de proximité avec Israël. Modi était à Tel Aviv juste avant les frappes, et puis avec les Émirats. Et Dieu sait si la visite éclair du président émirati à Delhi, quelques heures seulement, a fait couler de l'encre. C'est des recompositions qui vont à coup sûr, comme tu le dis, être à géométrie variable. Rien n'est encore, je dirais, euh, ferme et définitif dans ces mouvements un peu tectoniques que l'on voit à l'échelle de la région. Mais un grand merci à vous tous de nous avoir décrypté une scène tellement compliquée tant au sein des sociétés politiques qu'à l'échelle géopolitique régionale et au-delà. Nous n'avons pas eu le temps de prendre de questions parce que on était suspendu à vos lèvres. On revisitera ce sujet. Il y aura des échéances évidemment à ne pas manquer, à commencer par les élections en Israël de l'automne. Mais avant cela, nous ferons en sorte de relever les compteurs et de pouvoir bénéficier de vos lumières. Un grand merci à vous tous et lorsque le replay sera disponible, on le mettra en ligne et vous pourrez le diffuser, ainsi que tous ceux qui nous ont suivis et qui, j'en suis sûr, auront à cœur de faire connaître vos analyses. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Si, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.